J'ai réussi ce matin, donc oui, ça a été super. Je prends la parole après monsieur Bon, c'est bien, ça a été bien vendu, tant mieux. J'avais peur de... je sais pas, je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Je ne viens pas du tout avec vous. Mais oui. J'ai juste récupéré mon ordinateur qui était en train de se refaire une santé. Mais moi, le mien, en tout cas, est allumé. Allô? Ah oui, c'est bon. Emmanuel, est-ce que tu sais si tout le monde est là? Il doit rester une ou deux personnes, mais je crois qu'on peut doucement commencer. Oui, parce qu'il y a des gens qui attendent aussi en ligne. D'accord. Donc, pour commencer, on va lancer un petit film vidéo d'un projet de la période 2014-2020 qui a eu du succès, le projet Atlantic on Bike. Le chef de file était le département des Pyrénées-Atlantiques en Nouvelle-Aquitaine. Vous pouvez lancer le petit film. Le projet Atlantic on Bike vise à développer et à promouvoir une destination touristique européenne durable et d'excellence basée sur l'un des itinéraires cyclables longue distance les plus longs et les plus fascinants, l'Eurovélo 1, route de la côte atlantique. Pour ce faire, le projet se compose notamment des actions suivantes. Le développement de l'offre cyclotouristique le long de l'Eurovélo 1, la création d'un produit touristique avec une marque commune, l'association des clients habitants et des territoires pour concevoir ce produit, la constitution d'un réseau de villes partenaires et ambassadrices de l'itinéraire, et enfin la création d'une plateforme transnationale pour analyser les bénéfices économiques de l'itinéraire à différentes échelles territoriales. Le partenariat était constitué de 18 membres issus de différents pays de l'espace atlantique et du reste de l'Union européenne. Les partenaires néo-aquitains du projet sont le département des Pyrénées-Atlantiques, chef de file, et Charente-Maritime Tourisme. Le projet Atlantic on Bike a notamment permis de construire les coordinations manquantes pour pouvoir faire fonctionner l'itinéraire dans la durée et ainsi générer des impacts positifs sur l'économie locale en augmentant les visites et en dynamisant l'économie. Atlantic on Bike, c'est également le renforcement de la connaissance de l'itinéraire par le partage de données géographiques, la mise en place d'enjalonnements, la réalisation de premières études de fréquentation sur un socle méthodologique commun et enfin la création d'outils de promotion de l'itinéraire. Voilà, belle introduction de cette partie beau projet où on va vous donner des exemples de bonnes pratiques de projets sur la période intérieure. Alors on a demandé aux trois témoignages, parce qu'on va avoir trois témoignages, de parler de leur thématique, mais aussi de parler de leur expérience dans le pilotage du projet et de aussi vous donner des conseils par rapport à la gestion de projet, aussi bien au niveau opérationnel, mais aussi au niveau administratif. Donc, dans un premier temps, on va donner la parole à Morgane Lemeur de Technopole Brest-Iroise pour le projet ATSA. Oui, c'est ça, merci. Donc tout d'abord, merci à la région Nouvelle-Aquitaine pour l'invitation, pour cette proposition de venir présenter notre projet. Donc je suis Morgane Lemeur, je suis chargée de mission projet européen au Technopole Brest-Iroise. Je ne sais pas si on peut avoir la présentation du coup de notre projet, voilà. Et donc du coup, je suis venue présenter le projet ATSA.
Donc le projet ATSA est coordonné par le Technopôle Brest-Tiroise. Donc c'est un projet qui réunit 10 partenaires, et parmi lesquels donc, des structures d'accompagnement des entreprises, des incubateurs, une université, une collectivité territoriale et une chambre de commerce. Donc, le projet comporte également 4 partenaires associés, donc 2 technopoles et 2 organismes publics qui sont situés en France, au Royaume-Uni et en Irlande. Donc, ATSA a débuté en 2017 et devait initialement se terminer en 2021, mais suite à l'appel à projet, donc le 3e call qui a été lancé en novembre 2021 par le secrétariat conjoint, on a pu bénéficier d'une extension. Et le projet court maintenant jusqu'en juin 2023. Le budget total du projet était de 2 398 000 €, donc il est toujours, hein, le projet continue, dont 1,79 million de FEDER. Et pour le Technopôle Brest-Tiroise, le budget était de 390 000 €, dont 292 000 € de FEDER. L'objectif général du projet ATSA, donc pour Atlantic Digital Startup Academy, donc l'objectif est d'accompagner le développement à l'international des startups du numérique de la région Atlantique en leur proposant une offre d'accélération et des outils. Et afin de rendre cette offre plus complète, donc, le projet s'adressait à la fois aux entreprises et aux structures d'accompagnement des entreprises et à leurs chargés de développement. Pour les entreprises, donc, le programme et l'accompagnement s'articulaient autour de 3 grands axes. Donc, il y avait l'accompagnement à l'international, qui comprenait des ateliers thématiques, ce qu'on appelle des bootcamps. Donc, ce sont des séminaires d'accélération intensifs sur 2 jours pour les entreprises, pour leur permettre de bénéficier d'une formation accélérée sur l'internationalisation avec des ateliers, des conférences. Donc, il y a 5 bootcamps qui ont été organisés avec un programme commun sur 5 villes de l'arc atlantique, de nos partenaires. On a également organisé un Demo Day à Porto. Donc, c'était un forum d'entreprises du numérique auquel participaient également des experts et des investisseurs. Et on a construit un programme commun d'accompagnement à l'internationalisation qu'on mène actuellement donc, sur la période d'extension du projet. Nous avons également proposé à des startups de participer à des événements internationaux. Donc c'était notamment le cas du Dublin Tech Summit en 2019, du Web Summit en 2019 également, et en 2022, donc c'est un événement qui se tient à Lisbonne. Également la CITEC Week, qui est un événement qui se tient tous les 2 ans à Brest, qui est organisé par le Campus mondial de la mer, donc qui est rattaché au Technopôle Brest-Tiroise, et qui a eu lieu en septembre dernier. Et à Innovasoul, qui est un salon dédié à l'économie bleue et qui se tiendra à Cadiz la semaine prochaine. Et également, alors, il y a eu un événement qui a été organisé qui devait être l'événement final. On ne savait pas à cette époque-là que le projet allait se poursuivre. Mais les 29 et 30 juin, il y a eu un événement qui s'est tenu en ligne sur 2 jours, qui a réuni plus de 150 participants et qui, au-delà du coup de la valorisation du projet, de ses résultats, comprenait également donc, des conférences sur les technologies des secteurs de la finance, de l'éducation, de l'environnement et de la santé, ainsi que des rendez-vous en B2B entre des startups et de potentiels clients. Donc, comme évoqué précédemment, donc le projet s'adressait également aux structures d'accompagnement et à leurs chargés de développement. Donc, il y a des visites d'études qui ont été organisées pour découvrir les bonnes pratiques chez des partenaires. Donc là, je m'avance un peu, j'en ai indiqué 4, il y en a eu 3 pour l'instant d'effectuer. La prochaine a lieu la semaine prochaine. Et également des formations à destination des chargés d'accompagnement. Donc voilà, c'était pour présenter en quelques mots le projet. Maintenant, un peu plus sur notre expérience en tant que coordinateur et sur l'apport du coup de ce projet pour nous. Donc, ATSA n'a pas forcément généré de véritables changements en interne pour le Technopôle parce qu'on avait déjà participé à des projets Interreg. On avait déjà été chef de file sur des projets Interreg également. Mais l'apport d'ATSA était plutôt important
concernant le développement de notre offre de services. Donc la constitution d'un réseau de structures partenaires dans l'espace atlantique, ça a été une véritable valeur ajoutée pour l'accompagnement à l'export des entreprises qu'on accompagne et que nos partenaires accompagnent également. Il y a clairement des actions qu'on n'aurait pas pu mettre en place sans ATSA. Ne serait-ce que par la participation des délégations à des salons et événements, par la tenue des conférences transnationales, parce qu'en fait nos partenaires étaient aussi, on va dire, relais et soutien dans l'accueil des délégations, parce qu'en parallèle de ces salons qui se tenaient donc à proximité du lieu où ils étaient basés, ils organisaient un programme d'accueil spécifique dédié aux startups qu'on accompagnait, qu'on emmenait sur ces salons. Donc l'échange de bonnes pratiques entre partenaires a également permis de constituer une trame commune pour le développement du programme d'accompagnement à l'internationalisation qu'on met en place actuellement. Et pour constituer ce programme commun, on s'est basé sur des bonnes pratiques de nos partenaires et afin de créer des modules supplémentaires. Donc pareil, sans les bonnes pratiques et sans l'apport de nos partenaires, on n'aura pas pu constituer ce programme un petit peu différentiel. On a également mis en place des actions de soft landing, donc qui permettent à des startups qui souhaitent venir découvrir l'écosystème d'une entreprise, en tout cas d'un territoire, et de visiter des entreprises qui sont déjà actives dans un domaine similaire mais dans un pays étranger. Tout ça, ça a été mis en place dans le cadre d'ATSA, et donc pareil, impossible à mettre en place ou beaucoup plus compliqué sans la coopération. Parce que nos partenaires, en fait, pour organiser ces visites, ils s'appuient sur leur réseau de partenaires en local pour recenser du coup des entreprises qui pourraient accueillir des structures étrangères. Et c'est une action sur laquelle on souhaite vraiment capitaliser et qu'on souhaite pérenniser au-delà d'ATSA. Un retour d'expérience sur la coordination du projet. On a connu une difficulté dès le lancement parce qu'on a un partenaire qui s'est retiré dès que le projet a été accepté. Donc ça a impacté forcément le projet. Il y a eu un retard au démarrage d'environ 6 mois. Donc, parce qu'il a fallu aussi redistribuer les actions entre les partenaires, redistribuer le budget. Et donc du coup, ça a entraîné un retard dans la contractualisation et dans le lancement des actions. Il y a également des difficultés que je n'ai pas mentionnées dans les slides parce que je pense qu'elles sont communes à beaucoup de porteurs de projets sur la précédente programmation, donc notamment sur la plateforme CJ. La précédente plateforme CJ, hein, je vais laisser quand même une bonne image de la plateforme actuelle. Non, voilà, c'était une plateforme, c'était un peu plus compliqué pour les remontées de dépenses, donc voilà. Ce qui a également été compliqué, ça a été au moment du Covid, parce qu'on a des actions qui ont soit dû passer en distanciel, ce qui a été le cas de la grande conférence finale, ou des actions qui ont carrément dû être abandonnées parce qu'on ne pouvait pas les réaliser en présentiel. Mais en cela, le troisième appel à projet qui a eu lieu en novembre 2021 et pour lequel on a été accepté, nous a été vraiment bénéfique parce que là, les actions de soft landing que j'évoquais précédemment, qui avaient dû être abandonnées parce que ça nécessite de venir sur place rencontrer une entreprise. Du coup, celles-là, on les a mis en place grâce à l'extension et elles ont débuté là en 2022 et elles se poursuivent en 2023. Je ne sais pas si je toujours... Si, c'est bon. Ensuite, au niveau vraiment sur le rôle du coordinateur, donc au niveau du Technopôle Brest-Iroise, le suivi opérationnel et administratif sur ATSA est opéré par une personne, avec un soutien évidemment de la comptabilité et de poste support, pardon. Donc cette personne, alors je dis 7 parce que en fait on a été plusieurs à occuper ce poste, donc c'est moi actuellement, mais voilà, c'était pas moi qui portais, ou en tout cas qui était à la coordination du projet au tout début, donc je vais pas m'attribuer tous les honneurs. Donc c'est une personne qui assure le lien entre les partenaires, mais également avec l'équipe en interne pour la mise en œuvre des activités. Néanmoins, il est impossible pour une personne de tout assurer, et même sur la gestion, la mise en œuvre du projet. Donc il est important de savoir déléguer des activités et des responsabilités également aux partenaires.
Et donc, ils peuvent ainsi être leaders sur des work packages ou sur des actions. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important d'avoir un contact fort avec eux dès le montage du projet pour assurer du coup cette répartition des responsabilités dans le projet. Sur le cadre d'AXA, avant l'extension, on avait 7 work packages, dont les 3 work packages coordination, communication, capitalisation. Et le Technopole Brest-Tiroise était en charge du work package du coup coordination. Les 6 autres étaient répartis entre les partenaires. Et ça a très bien fonctionné. Il est également important de maintenir un lien entre les partenaires du projet au travers de réunions régulières afin d'évaluer l'avancement des actions, de lever d'éventuels blocages, de rappeler des échéances aussi ou de remobiliser des partenaires. Et dans tous les cas, la communication reste la clé, donc que ce soit au sein du consortium, mais également au sein de votre structure. Il est vraiment important de tenir vos collègues informés des actions qui se déroulent et de les impliquer afin de s'assurer que le projet que vous menez est vraiment intégré dans la vie de votre structure, dans les actions que vous menez et que ce n'est pas simplement une action à part ou en parallèle. Voilà, je ne vais pas forcément faire beaucoup plus long. Si je devais donner un conseil à de futurs porteurs, ce serait de ne pas rester seul avec vos doutes, ne pas hésiter à solliciter l'autorité nationale et ne pas hésiter non plus à solliciter le secrétariat conjoint pour des questions plus techniques pendant la conduite du projet. Ils sont vraiment de très bons relais et de une grande aide pour la mise en œuvre du projet. Voilà, donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, deux types de questions, je dirais, sur le volet opérationnel, la thématique, on ne sait jamais, ou peut-être des thématiques voisines à celle de ATSA, ou sur simplement l'expérience dans la conduite du projet, si vous rencontrez des problématiques similaires, si vous souhaitez savoir comment ils les ont résolus de l'autre côté, etc., etc. Donc, est-ce que vous avez des questions pratiques? Non. D'accord. La fatigue commence à se faire sentir l'après-midi. On va donc donner la parole à Géraldine Lassagne de l'INRAE sur le projet Diades. Merci, bonjour tout le monde. Peut-être que ma présentation va permettre de faire émerger des questions, comme il va y avoir des points similaires. Donc, merci aussi de l'invitation de la part de la région Nouvelle-Aquitaine à cette réunion qui est riche d'informations, même après un portage de projet depuis 4 ans. On en apprend toujours un peu. Je vais vous présenter un projet qui s'appelle Diades, qui était et qui est encore, puisqu'il continue jusqu'en juin 2023, sur les services écosystémiques, les poissons migrateurs et le changement climatique. Alors, les poissons migrateurs amphihalins, ce sont des espèces qui ont un cycle de vie complexe entre la mer et l'océan et du coup qui sont extrêmement menacés à travers le monde parce qu'ils cumulent les pressions tout au long de leur migration de plusieurs milliers de kilomètres. D'où l'intérêt de les étudier en partenariat. Nous étions 2 porteurs du projet au sein de l'INRAE, qui est l'Institut national de recherche en agriculture, en alimentation et sur l'environnement. Donc moi-même et Patrick Lambert. Nous avons coporté ce projet et je vous en dirai plus de l'intérêt d'être un binôme sur ce type de rôle. Les grandes lignes du projet Diades, c'est un projet donc interdisciplinaire, du moins à notre niveau. On a regroupé 10 partenaires bénéficiaires des 5 pays de l'espace atlantique. Et principalement, ces partenaires bénéficiaires étaient des équipes d'écologie ou des équipes d'économie, et parfois les deux. Donc la pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité étaient à ce niveau-ci. Nous avons inclus 20 partenaires associés dans le projet qui venaient d'un peu partout, là aussi de l'espace atlantique. Nous avons démarré en février 2019 et nous devions terminer l'année dernière. Donc là aussi, nous avons eu une conférence de clôture en juin de cette année.
Mais le projet continue grâce au 3e appel à projet donc, du programme 14-20, où nous avons pu proposer des actions complémentaires. Le budget total était de 3 millions pour une subvention qui s'était élevée à 2 300 000 euros. Parmi les partenaires, j'ai essayé de résumer d'où ils venaient. Donc pour les partenaires bénéficiaires, c'était principalement, et c'est principalement des universités et des centres de recherche et d'innovation, mais aussi des organisations publiques à différents niveaux. Et parmi les partenaires associés, nous avions plusieurs catégories, donc les organisations publiques en majorité, des associations, des centres d'éducation et de formation avec un aquarium qui nous accompagnait, qui est l'aquarium de Dingle, des entreprises publiques et privées à travers le River Trust au Royaume-Uni et le port de Waterford en Irlande, et des réseaux, des clusters, des réseaux d'affaires avec le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et l'Union des fédérations des pêcheurs amateurs à la ligne de bassin Loire-Bretagne. Au niveau français, nous étions 5 partenaires. Donc les partenaires bénéficiaires étaient le chef de file et le Muséum d'histoire naturelle avec la station marine de Dinard. Les partenaires associés étaient l'Office français pour la biodiversité, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine, la DREAL, qui représentait pour nous en fait ce que l'on appelle nos instances de gestion autour des poissons migrateurs que sont les COGEPOMI. Et puis, comme je l'ai dit juste avant, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et l'Union des fédérations des pêcheurs amateurs à la ligne pour la région Loire-Bretagne. Donc, nous avions souhaité avoir les représentants des pêcheurs professionnels maritimes et les pêcheurs amateurs pour porter les activités qui entourent les poissons migrateurs. Le principal objectif de ce projet était de promouvoir une gestion long terme et large échelle de ces espèces dans le contexte du changement climatique. Donc, en réalité, le fait qu'ils traversent les rivières et certains se reproduisent en rivière fait que la gestion a été souvent à l'échelle d'un bassin versant. Chaque gestionnaire s'occupait de sa population et en réalité c'est un stock partagé au même titre que des sardines, des anchois, du cabillaud ou bien d'autres. Et c'est une dimension qui n'est pas du tout appropriée par les gestionnaires. Et le changement climatique a en plus cette conséquence de changer la répartition des espèces, donc de bouleverser les équilibres dans la répartition, ce qui peut rajouter une complexité dans la gestion des stocks. Donc c'était l'objectif, et c'est toujours l'objectif principal de Diades. Et nous avons proposé les 3 produits que l'on voit dans la logique d'intervention présentée plus tôt aujourd'hui, qui sont les outputs du projet. Le premier était l'Atlas Web interactif, qui permettait, l'idée que l'on avait, c'était soit on donnait de l'information brute, soit on essayait de faire un outil qui permettait aux gens de visualiser cette problématique à travers des cartes, de pouvoir jouer avec les dimensions finalement de la gestion autour des migrateurs, et c'est ce que l'on a essayé de créer. Le deuxième outil qui a été créé et qui est en cours d'utilisation, c'est un jeu sérieux pédagogique pour tester des nouvelles modalités de gestion. L'avantage en fait d'un jeu sérieux, pour ceux qui connaissent, c'est qu'on peut se lancer. Il n'y a pas de conséquences dans la vie réelle, donc des choses qu'on n'aurait pas testées, on les teste dans ce jeu sérieux. Et ce jeu s'appelle Diadesland. On met en fait les personnes autour de la table sur un continent fictif avec 5 bassins versants. Ils gèrent les populations avec des objectifs tous très différents. Et on commence à rajouter les dimensions échange d'individus, les dimensions changement climatique avec des cartes qui apparaissent comme ça toutes les décennies. Et une partie représente 60 ans de la vie d'un gestionnaire. Et à la fin, la conclusion de la majorité des parties était on commence seul, avec l'envie de gagner pour son bassin versant, et on se rend compte très vite
que c'est une problématique partagée et qu'il y a certains types de cartes qu'il vaut mieux jouer et privilégier, qui sont des cartes globales, plutôt que des cartes locales. Donc c'est un outil finalement de promotion d'idées qui a l'air de faire ses preuves pour le moment. Et on termine là ces derniers 8 mois sur comment formaliser de manière entre guillemets plus sérieuse ces recommandations de gestion, et les formats que l'on souhaite donner, c'est plutôt sous la forme de rendu écrit avec un policy brief et, si on peut, des articles à destination des parlementaires européens pour qu'ils connaissent la problématique et puissent s'en saisir. Les apports et difficultés de travailler en partenariat, avec la spécificité ici que je parle au nom d'un chef de file. Donc je vais commencer par les apports. C'est que la thématique, dans notre cas, sur la gestion de stocks partagés, c'est inhérent, l'aspect coopération transfrontalière. Et on a essayé, du moins de... Oui, transnational. Oui, nuance, attention, c'est vrai. Que du coup, je suis trop restrictive avec transfrontalière. Donc là, on a essayé de vous résumer les apports que nous, on a vus. Donc il y a forcément le partage de données et la bancarisation. Dans notre cas, on a pu faire des validations de bases de données, sortir les premières cartes d'une distribution transnationale des poissons migrateurs amphihalins en mer, ce qui n'avait pas été fait jusqu'à présent, avec finalement un délai d'action assez court. On a pu tracer toute la circulation d'informations avec des applications dédiées à notre thématique. Donc c'est une vraie plus-value. La standardisation des méthodes et donc la comparabilité des résultats, si je vous donne des exemples, on a pu diffuser simultanément dans 5 pays des enquêtes socio-économiques sur la valeur culturelle de certaines activités autour des migrateurs. Donc c'est une force de frappe, voilà, que l'on a dans ce type de projet. La diversité et la pluralité, c'est quand on met autour d'une table 5 pays différents qui n'ont pas les mêmes espèces, qui n'ont pas les mêmes points de vue, on se confronte à des enjeux différents. Et pour traiter cette pluralité, on avait des sites pilotes répartis sur toute la façade atlantique, pour essayer de mieux l'aborder en n'oubliant personne. Et ce projet avait comme particularité de ne pas traiter une espèce emblématique comme le saumon ou l'anguille que tout le monde connaît, mais d'essayer de faire la part belle aux oubliés qui pourtant ont un rôle important au sein des écosystèmes. Et puis bien sûr, l'appropriation et la dissémination avec les produits que je vous ai présentés. Dans ce type de projet, on touche tout de suite 5 pays, 10 instituts bénéficiaires, 30 partenaires associés. Donc on a un volet, un panel à notre disposition pour promouvoir le jeu, pour promouvoir l'Atlas qui est sans comparaison. Avec cette balance, j'ai voulu aussi montrer que les apports sont non négligeables, mais qu'il y a certaines difficultés qui ont été présentées jusque-là. Je pense que la charge administrative pour le leader, c'est reconnu. Et nous, on a rajouté l'inertie et le temps de réaction dans un groupe. Mais ça, c'est vrai pour tout portage de projet à multiples partenaires. C'est qu'on n'a pas une réactivité à la journée, mais plutôt à la semaine, voire au mois. Donc comment essayer de pallier à ces difficultés? On a essayé de vous lister quelques solutions qui ont émergé de ces 4 années. Nous, avec Patrick, on a constaté que le fait d'être en binôme chez le chef de file avec des backgrounds assez différents, ça permet une continuité de service, et en cas de soucis, voilà, l'autre peut prendre le relais. Mais j'ai l'impression que dans ETSA, c'est ce qui s'est passé aussi avec le passage du portage pour alléger les journées du chef de file. Un gestionnaire de projet, nous, c'est ce que nous avions fait et ce qui était possible dans le programme précédent. Je ne sais pas si c'est possible pour celui-ci, avec les frais de préparation. C'était d'avoir un gestionnaire de projet du montage, dès le montage du projet. Et il se trouve qu'on a pu le garder jusqu'à maintenant à nos côtés. Et pareil que ce qui a été dit précédemment, la structure de gestion dans le projet,
C'est donc les leaders de Work Package. Il faut que la tâche soit partagée au travers des 5 pays, enfin là, désormais 4 pays de l'espace atlantique, et que les Work Package leaders soient conscients de la charge collective que ça représente, en essayant de les impliquer au maximum et en déléguant les tâches au maximum. Et il nous semblait qu'avec déjà ces 3 éléments bien stabilisés dès le départ, pour des projets qui passent, c'est déjà plus évident. Et en conclusion, pourquoi choisir l'Interreg? Qu'est-ce qui fait que c'est un outil finalement pour travailler qui est pertinent? À la lumière de 2022, c'est que l'actualité m'a semblé toujours plus en lien avec le programme. Donc, j'ai voulu l'illustrer avec la devise Shadok, ou les inventions Shadok, qui est le parapluie pour temps sec. Donc, l'idée, c'est que, en fait, il faut évoluer de nos anciennes pratiques de gestion vers des solutions plus adaptées. Et donc, il faut des outils de financement qui fassent la part belle à la recherche finalisée et à l'innovation. Et c'est le cas donc des Interreg. Donc, 2022 est un bon exemple. Et l'espace atlantique, du moins pour la thématique que l'on porte, c'est une identité qui est partagée par les 5 pays qui bordent le golfe de Gascogne, la mer Celtique et la mer d'Irlande. Et donc, du coup, c'est un ensemble que les gens connaissent, sur lesquels les gens travaillent, et ils s'impliquent plus facilement, et le dialogue est plus facilité que dans des projets européens plus larges, où tout de suite on travaille avec des gens qui, eux ont comme site pilote la Méditerranée, la Baltique ou la mer du Nord, et le dialogue est moins évident. Donc c'est une identité forte qui permet un travail plus serein avec les partenaires. Donc merci de votre attention, et disponible pour des questions. Merci pour ces excellentes présentations. Madame, oui. Moi, j'ai une question. J'ai bien compris qu'un des objectifs de l'Interreg, c'est la réplicabilité des actions. Pour qu'il y ait réplicabilité, il faut qu'il y ait évaluation sur un temps de pas aussi court que le 3 ans. C'est très court, en fait. Comment est-ce que vous arrivez à évaluer Est-ce qu'il y a une obligation d'évaluation des actions, et comment vous faites? Pour la réplicabilité des actions, c'est au moment du montage, en fait, que le chef de file, dès ce moment-là, doit éviter que ce soit une collection d'actions individuelles, et identifier 3 ou 4 axes transversaux qui peuvent être réalisés par tous. Et du coup, c'est vrai qu'en termes de suivi de projet, c'est plus compliqué qu'une multitude d'actions. Enfin, il m'a semblé qu'une multitude d'actions isolées, c'est qu'il faut animer pour que ça se fasse, et déléguer à des gens qui veulent bien animer l'action ou le work package. Après, je me permets juste de compléter par rapport aux indicateurs, parce que du coup, il y a des indicateurs à indiquer dès le montage du projet. Ils sont du coup communs à tous les partenaires. Enfin, c'est un ensemble en fait d'actions qui vont être mises en place pour le consortium. En fait, ce ne sera pas vraiment une multiplicité. Ce ne sera pas même une multiplicité d'actions en local. Il y aura un projet, une grande action qui sera du coup l'indicateur à atteindre. Et du coup, c'est les indicateurs qui vont juger de la pertinence de l'action. C'est ça. Enfin, en tout cas, l'indicateur qu'on se fixe, en fait, en termes de livrables, de nombre de participants, parce qu'en fait, il y a plusieurs indicateurs possibles à atteindre, du coup. Oui, du coup, c'est eux qui vont aussi juger de l'atteinte de l'action, sachant que l'action, même si elle peut avoir atteint du coup le nombre d'indicateurs indiqués. Par exemple, si vous souhaitez qu'il y ait 30 participants qui participent à votre événement, ils peuvent être voilà. Mais ça ne donne pas en fait d'informations forcément sur l'atteinte des résultats au sein de l'action. Je ne sais pas si c'est forcément très très clair la façon dont je l'exprime, mais
Alors, Jean-Luc, tu vas apporter un complément là-dessus, vas-y. C'était peut-être pour la notion de réplicabilité. Donc, je ne sais pas ce que vous y mettez derrière, mais si derrière, c'est un peu ce que Tania a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que réplicabilité, parmi les critères, il y a l'idée de se dire, est-ce que ce qu'on produit dans un projet peut être éventuellement élargi à d'autres cibles de partenaires ou d'autres territoires. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'on a entendu ce matin. Donc est-ce que c'est ça quand vous parlez de réplicabilité? Donc effectivement, ce n'est pas ce qu'on a entendu dans les réponses à l'heure actuelle. Donc en fait, cette question de la réplicabilité qui est un souci de savoir, il vaudrait mieux répliquer des choses qui ont de la valeur. Donc c'est ça votre question. À quel moment on se dit que ce qu'on a produit est assez prometteur ou a été effectivement validé pour mériter que ça intéresse d'autres et d'y intéresser d'autres territoires ou interlocuteurs. Oui, mais ça, en fait, c'est un exercice qui est compliqué, c'est-à-dire que le programme, lui, alors il y a certains programmes très rares qui font ça, c'est-à-dire qui ont un regard chemin faisant d'une espèce d'expertise qui, au fil de ce que les projets produisent, porte un regard critique, au bon sens du terme, sur ce qui est produit, et éventuellement, ou chemin faisant, commence déjà à porter vers l'extérieur du projet des choses, ou vers plusieurs projets qui sont agrégés sur une thématique. Mais les programmes qui le font sont très rares. En France, il y en a pour l'instant un seul qui a ce type de pratique, c'est le programme qui s'appellera ou qui s'appelle désormais Euromed. Donc le programme, il a des moyens limités. Donc les programmes qui font ça, ils sont très, très limités et pour l'instant, sur Atlantique, ça y est pas. Donc, je pense que ce qu'il faut privilégier, c'est dans le programme de travail d'un projet, se donner à un moment donné, dans le calendrier, la capacité à avoir ce regard critique sur cette propre production et se poser la question de vers qui ou vers quel type de territoire ces résultats de projet, pourraient être élargis, diffusés, valorisés. Donc, sachant que le programme Espace Atlantique, pour l'instant, il n'est pas en mesure de répondre sur ses propres ressources à l'exercice que vous interrogez. Je pense qu'il faut que ça soit éventuellement internalisé au sein du projet. Ça veut dire qu'à certains moments, à l'initiative, il faut qu'on se pose cette question. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir à le faire. Ça veut dire qu'il y a une obligation de moyens, il n'y a pas forcément une obligation de résultat. Parce qu'il se peut que, oui, ce qu'on produit n'est pas, je ne sais pas, si innovant, si intéressant que ça demande ou ça puisse être capitalisé. On n'a pas... On ne fait pas des trucs géniaux à chaque fois, quoi. Donc ça, mais je pense que dans la sélection et dans l'analyse critique d'une candidature, s'il y a ça, ça veut dire que le projet s'en préoccupe. Donc ça doit être jugé de manière positive. Voilà. Et de la même manière, et je pense qu'il n'y a pas... sur l'après-projet, il n'y a pas forcément de réflexion sur... parce que le projet, il va se faire sur 3 ans, et après, mais quid de la suite, quoi. Parce que ça peut être des fonds alloués pour 3 ans, mais après, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de certitude. L'Europe n'a pas la certitude que le projet va perdurer, ou il n'y a pas de réflexion par rapport à la suite. Enfin, c'est une question. Alors, c'est une question centrale, incontestablement. C'est à vous de nous démontrer, le porteur de projet, comment vous souhaitez pérenniser les actions par la suite, les modalités de financement, les outils que vous avez créés, comment vous allez les animer, etc. etc. C'est à vous de nous le démontrer dans votre candidature pour qu'on puisse juger de cette durabilité, de cette pérennité. C'est dès le montage du projet, en fait, oui. D'accord.
Vous avez des champs à remplir dans le formulaire de candidature sur la durabilité, la transférabilité des résultats, nous dire comment vous allez faire pour y arriver. Et nous, on juge sur pièce au moment de l'instruction et on met une note par rapport à ça, sur ce qu'on voit sur le papier. Après, on n'est pas devin et on ne sait pas ce qui va se passer, mais au regard de ce que vous nous décrivez, des outils de pérennisation et de transférabilité que vous voulez mettre en place, on attribue une note. C'est un des éléments qui est noté dans l'évaluation et l'instruction des projets. Tout à fait. Et c'est recherché par l'Europe. Après, juste pour être un peu cynique, c'est juste... ce qui se passe après est après. Et donc, ce qui se passe après, vous avez pu prévoir des choses. On a pu trouver dans votre candidature des choses positives. On a pu les juger positivement. Mais comme vous le dites, ce qui se passe après est après. On ne le saura rien de ce qui se passe après. C'est pas satisfaisant, hein, comme réponse. Il n'y a pas de suivi parce que alors il y a des suivis, c'est pour ça que je dis j'étais un peu cynique, il y a des fois des Interreg 1, et puis il y a le programme machin chose numéro 1, puis il y a le programme machin chose numéro 2, puis des fois il y a le numéro 3, là ça commence à devenir un peu inquiétant, et on se pose des questions. Mais si ce qui se passe après, vous n'allez pas trouver dans la structure du programme une phase de... que sont devenus les projets Interreg à la suite. L'assistance technique, elle n'est pas assez dotée ou elle n'est pas assez structurée pour permettre ça. C'est regrettable, hein, mais c'est la situation. Donc... faut quand même qu'on considère notre dépôt de candidature comme le début d'une histoire, quoi. Il ne faut pas qu'on se dise c'est un projet ponctuel. C'est vraiment le début d'une histoire et c'est comme ça qu'il faut le concevoir. Moi, je déconseillerais à toute organisation pour qui un projet ne correspond pas à une stratégie à long terme de s'engager dans un projet Interreg. C'est-à-dire qu'un projet Interreg pour une organisation, si c'est un one-shot pour aller... tirer de l'argent, vous allez être vite déçu parce que vous allez vous apercevoir que ça va vous demander quand même beaucoup d'investissement. Donc il faut qu'il y ait que les choses, qu'il y ait une correspondance entre ce que le programme offre comme champ de travail et vous en tant qu'organisation, même s'il y a parfois des effets d'aubaine, mais que vous en tant qu'organisation, ça rentre dans une stratégie à long terme. Parce que sinon... je sais pas, ça paraît même curieux que vous vous engagez dans ce type de projet à plusieurs, compliqué, vous vous en tirez quelque chose, et puis vous-même, alors je sais pas, peut-être que ça peut s'expliquer, puis ça mène à rien, et on rebondit pas là-dessus. Donc ça doit faire partie de votre stratégie à long terme, en tant qu'organisation. Il faut l'exprimer dès le départ. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Emmanuel en ligne, non ? Alors, il y avait des questions, mais qui sont plus d'ordre général, du coup, que je laisserai plutôt pour la suite. Pour la fin ? Il n'y a pas de questions sur les projets en particulier. Ok, très bien. Peut-être avant le... Voilà, j'allais dire... Monsieur de la caricature... Très bien, merci. C'était le dernier. Ah, on en voulait encore. On en aura tout à l'heure. On a un troisième témoignage, cette fois-ci en ligne. C'est Madame Adrienne Gentil du pôle Valorial, le projet AFES. Est-ce que vous êtes en ligne, Madame ? Madame Gentil. Bonjour. Oui, vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien. Du coup, vous allez prendre la main sur la présentation de votre côté pour partager avec les participants en ligne et sur place. On vous écoute, vous avez la parole. Vous avez oui, vous voyez mon écran. On voit votre PowerPoint.
Parfait. Donc bonjour à tous. Donc Adrienne Gentil, je m'occupe des projets européens au sein du pôle Valorial. Donc pôle Valorial, c'est un pôle, donc c'est un petit peu différent des autres organismes précédents. Donc c'est un pôle de compétitivité agri-food. Donc voilà, on est en Pays de Loire, Bretagne et Normandie. Et récemment, on a eu le label Gold, qui valide la qualité du management au niveau européen. Et je me permets d'appuyer sur ce point-là, puisque justement le projet HFS a été, ou AFES, ça dépend comment on veut le prononcer, a été l'un des premiers, enfin des premières marches qu'on a gravies pour justement aller vers cette stratégie. Donc quand vous parliez de stratégie à long terme, en effet, c'était pour nous une façon d'aller faire nos premières armes au niveau européen. Voilà, et aujourd'hui on est partenaire et leader de certains, donc sur 8 projets, pas seulement Interreg, mais aussi du côté Horizon Europe aussi. Donc HFS a commencé il y a déjà quelques temps. On avait un budget donc de 1 200 000 euros sur le projet global, et Valorial avait un budget d'un peu plus de 200 000 euros, ce qui nous permettait d'avoir à peu près une personne à mi-temps sur le projet, sur toute la durée du projet, qui était initialement sur 3 ans et qui vient d'être aussi prolongée, nous, jusqu'à février-mars. Alors il y avait en effet des rencontres prévues, et on s'est adapté avec les différentes problématiques qu'il y a pu avoir sur ces dernières années. Alors l'objectif du projet était l'alimentation saine. L'alimentation saine, ça veut dire beaucoup de choses, et justement en étant plusieurs partenaires de plusieurs pays, ça a été aussi, même au début du projet, une chose qu'on a dû éclaircir sur ce que ça voulait dire. Donc voilà, quand on travaille en effet avec plusieurs pays, c'est commencer sur des bonnes bases, sur une bonne compréhension de tout ce qui a pu être écrit lors du dépôt, et une compréhension commune en fait des objectifs. HFS donc s'est appuyé sur voilà, les différents défis des pays. Un défi commun, accélérer la croissance, et nous, l'objectif, c'était la croissance des PME. Donc, on a vraiment été axé beaucoup sur améliorer la compétitivité globale des PME, et en même temps, faire monter nos structures aussi en compétences à travers ce projet-là. Les différents partenaires, donc comme précédemment sur les autres projets, on était assez nombreux étalés sur l'arc atlantique. On a d'un côté donc renforcé la stratégie des 4 hélices. Excusez-moi, je vais vous interrompre parce qu'on ne voit pas défiler votre PowerPoint. Ah, c'est dommage. Alors, comment je vais faire ça? Est-ce que ça a changé là? On est juste sur la première diapo. Ça n'a pas bougé depuis le début. Ah, c'est dommage. Alors, comment je vais pouvoir faire bouger ça? En cliquant. Voilà, je clique, là ça marche mieux. Là, c'est bon. Là, ça bouge. Bon, je vais faire comme ça. Bon, alors je rattrape. Je prie d'attendre que j'arrive jusqu'à. Là, c'est bon. Passer quelques slides. En tout cas, ça marche. Ok. Donc voilà le partenariat. Donc, comme je le disais, sur l'arc atlantique. Et voilà, donc alors du coup, c'est moi qui n'arrive plus à lire, donc ça va être un peu plus compliqué. Je vais essayer de... Voilà. Donc, renforcer la coopération stratégique sur les 4 hélices, encourager à coopérer et communiquer mieux autour de la problématique de l'alimentation saine, et puis aider les PME à croître. Là, en unissant nos forces, tous les partenaires du projet, donc pour leur proposer des nouveaux services, et j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, en termes de résultats et d'activités que l'on a eu dans le projet, on a eu donc des échanges entre partenaires pour faire des stratégies, pour appuyer des suggestions sur des stratégies politiques aujourd'hui
peut-être pertinente sur les différents territoires. On a aussi eu la possibilité, parce qu'on a eu une pluralité aussi de partenaires, c'est-à-dire on a eu des clusters, enfin il y a des clusters qui participent, mais il y a aussi des universitaires qui sont partenaires et d'autres types d'acteurs qui ont justement la capacité de faire des analyses un peu plus poussées, donc des analyses de consommation, de marché, qu'on a pu mettre au service des PME. On a aussi fait une cartographie de l'écosystème qui est disponible en ligne en fait et qui permet aussi d'avoir en un clin d'œil une meilleure compréhension des acteurs qui peuvent exister sur les différents territoires. Et puis, on a mis au service des PME des formations sur ce qui alors, des formations, on a ciblé ces formations-là suite à à une demande auprès des PME sur leurs différentes attentes et là où elles avaient des problématiques pour s'internationaliser autour de cette alimentation saine. Et puis, un catalogue de différents services de soutien pour les PME. En termes de programme de formation, donc voilà, ça a été la gestion du cycle de vie des produits, la formation au développement des marchés, la complémentarité, la connaissance du consommateur. Du côté des services, on a eu l'intelligence du marché à l'international qui a été développée. Avec des rapports, principalement pour les entreprises, et donc qui sont mis à disposition. Et là, on s'est adapté parce qu'au début, on les a produits en anglais, et puis on s'est vite rendu compte que certains rapports avaient besoin d'être traduits pour vraiment être repris par les entreprises. Donc, on s'est adapté. On a aussi proposé des services pour le développement des affaires et du marché. Et là encore, on a proposé donc des services plus personnalisés auprès des entreprises puisque c'était leurs attentes, donc la recherche de partenaires. Et là prend aussi sens toute cette coopération entre régions puisqu'on a pu avoir rapidement des réponses sur des partenaires potentiels au Portugal. En Espagne, enfin dans toutes les autres régions pour nos acteurs en local. Il y avait une partie sur les partenariats des projets d'innovation, donc là c'est plus une veille qu'on a mis à disposition des entreprises, et l'internationalisation, donc là aussi de l'information, de l'aide aux entreprises directes, et puis aussi des webinaires qu'on a mis en place. Là aussi, on s'est rendu compte que le besoin de traduction était quand même assez présent. Et donc, on s'est adapté à faire des webinaires en différentes langues ou traduits. Et puis, aujourd'hui, on est dans une prolongation où on va viser à faire des audits et du soutien sur la durabilité, du soutien pour les PME, encore une fois, sur la durabilité, donc plutôt l'identification auprès des PME, des besoins, et puis la conception de services pilotes pour pouvoir leur venir en soutien. Donc les apports et difficultés du projet. Alors là, j'avais une slide qui était un peu déjà faite, et donc je l'ai remise là rapidement. Alors c'est vrai qu'elle est un petit peu complète. Je dirais que il y a, les atouts sont multiples et les marches à gravir aussi sur les services spécifiques. Donc, il y a besoin d'être un peu acteur sur tous les tableaux quand on est au sein d'un projet comme celui-là, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit comprendre mieux les acteurs et les aider à collaborer ensemble, donc aider les entreprises à collaborer aussi entre nous, et puis la coordination comme mes collègues précédemment, pose aussi quelques challenges. En termes de coopération, je dirais que on a quand même vu clairement l'apport très important d'avoir cette variété d'acteurs au sein du consortium en tant que partenaire, ce qui nous a permis aussi d'avoir un accès à des acteurs très variés aussi dans chaque écosystème. On a pu avoir des collaborations
qui ont été assez rapides et bénéfiques pour nos PME, puisqu'on avait un accès direct à des acteurs et une connaissance directe des acteurs des écosystèmes voisins. En termes des échanges entre partenaires européens, je dirais que le partage de pratiques a été aussi très, très bénéfique, les différentes approches que chacun peut avoir et chacun a pu faire bénéficier en fait les collaborateurs du projet. Et cette ouverture, en fait, vraiment cette ouverture sur ces autres régions directes grâce à cette collaboration. Après, en termes pour la structure et pour Valorial, je dirais qu'on a eu une structuration en interne qui a été à faire aussi autour de la gestion de ces projets européens. On a appris aussi à suivre des indicateurs, donc que vous mentionniez juste précédemment, enfin dans le cadre du projet. L'ouverture sur l'anglais aussi. Alors l'anglais n'est pas forcément la langue première et accessible à tous. Et puis l'organisation à distance aussi, je pense que c'est un challenge en effet de pouvoir travailler tous à distance. Les difficultés, ça aurait été la compréhension des attentes en termes de suivi, et puis l'équilibre qu'on a besoin de trouver aussi dans le projet, en sachant que chacun a d'autres priorités aussi, et pouvoir voilà, faire un équilibre entre le timing et puis la quantité d'informations que peut rassembler aussi selon ses compétences chaque partenaire. Alors j'ai mis quelques remarques qui ont été faites, nous, dans le cadre de HFES entre partenaires. On s'est rendu compte que l'opportunité réside aussi sur la non-concurrence que l'on avait entre nous. Donc c'était vraiment le fait d'être dans un projet ensemble, ça nous a permis de collaborer assez ouvertement. La fusion des différentes approches, comme je vous le disais, et puis les multiples acteurs du réseau et des partenaires. Donc en conclusion, alors je dirais que c'est une collaboration, donc être à l'écoute de ses partenaires, je pense que c'est très important, vraiment comprendre leurs enjeux et de là pouvoir savoir ce qu'ils peuvent apporter dans le projet, jusqu'à où ils peuvent aller. Bien comprendre l'organisation en interne chez eux aussi, les changements de personnel, et donc voilà, vraiment l'écoute de chacun est très important. En l'adaptation, on a dû s'adapter en effet au Covid, à une extension qui a été proposée pour le projet. On a dû s'adapter nous aussi avec les interlocuteurs qui étaient aussi les petites et moyennes entreprises, donc en termes de traduction, de mise à disposition de choses en ligne, des réseaux sociaux. Et puis un suivi rigoureux. Suivi rigoureux, que ce soit financier, mais aussi sur tout ce qui est médias, ce qui est activité, et l'importance vraiment, en effet, d'avoir un coordinateur qui sache être leader. Et voilà. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Trois beaux témoignages, effectivement, de projets de la période antérieure. Est-ce qu'il y a des questions toujours sur les sujets que j'avais évoqués précédemment, à la fois sur l'opérationnel et sur la conduite du projet en elle-même, les difficultés rencontrées, etc. Oui, madame. Moi, j'ai juste une petite question, parce que j'ai suivi des dossiers européens, mais je ne parle pas anglais couramment du tout. Est-ce que les frais de traduction pour l'écriture des rapports sont éligibles? Oui, c'est éligible, mais ça coûte cher. Donc, il faut que, je pense qu'effectivement, vous pouvez tout à fait, enfin, c'est même conseillé de le budgéter. Mais voilà, ça monte vite. Voilà, il faut vraiment que vous arriviez à sélectionner les moments où vous faites appel à la traduction. C'est vrai que, enfin, je parle sous contrôle des collègues, la plupart du temps, pour les réunions techniques, vous les faites en anglais, si je me trompe. Vous ne faites pas appel à la traduction. Donc c'est vrai que la maîtrise de l'anglais paraît assez importante pour ces projets-là. Et la traduction, il faut vraiment la prendre pour des réunions très officielles, etc. Mais pour le quotidien technique, il vaut mieux parler anglais, c'est vrai. C'est vrai, c'est fortement conseillé.
D'autres questions? Ok, quelques caricatures. Merci beaucoup. On va passer à la session suivante. On va demander donc aux collègues des porteurs de projets de regagner le public et on va appeler les partenaires institutionnels français à nous rejoindre à la tribune pour la dernière session. Alors, pardon Ludovic, il y a une petite question dans le chat qui était pour Adrienne. Et est-ce que le pôle de compétitivité était le chef de file du projet? Y avait-il des adhérents du pôle également dans le partenariat? Adrienne, donc. Adrienne, vous avez la parole. Oui, non, on n'était pas chef de file sur ce projet-là. Et est-ce que depuis, on a d'autres projets dans lesquels, en effet, on fait monter nos adhérents. D'accord, donc les adhérents du pôle n'étaient pas partenaires non plus de ce projet? Non. Très bien, merci. Alors après, on avait des questions en retard de ce matin, Emmanuel. Tu peux y aller. Oui, alors je crois qu'il faut faire un petit rappel sur au niveau du partenariat et de l'éligibilité, de la représentativité des différents pays dans le partenariat, parce que j'ai plusieurs questions sur la confirmation, qu'il faut bien un représentant des 4 pays membres. Oui, c'est ça. Au moins un partenaire de chaque pays membre des régions éligibles, bien évidemment. Bien, donc il y a une personne qui demandait si avec un projet avec 2 Français, 2 Espagnols, on est bien d'accord, ça ne marche pas. C'est pas un projet transnational. Voilà. Très bien. Alors, il peut y avoir 2 Français, 2 Espagnols, un Irlandais et un Portugais. Mais voilà, 2 Français, 2 Espagnols tout seul, ça marche pas. Exact, à minima, donc un représentant de chaque pays membre. Il y a également une question sur... Alors, pardon, je reviens, je la recherche. C'était sur le pourcentage, le complément des 75% de cofinancement. Voilà, est-ce que... Excusez-moi, c'est pas facile sur mon petit ordinateur. Est-ce que les 25% restants du budget peuvent inclure les salaires des personnels, donc de la RH, de chaque partenaire impliqué dans le projet? Oui, c'est possible. Après, c'est une gestion à faire au niveau du partenaire. Par contre, comme je vous l'ai dit, les contributions en nature, in-kind contributions, on va le dire en anglais, ne sont plus éligibles. Donc, c'est vraiment des ressources humaines rémunérées. Très bien, merci. Juste pour préciser, la question de la subvention Interreg et des 25% restants qui ne sont pas pris en charge. Vous faites un projet pour faire quelque chose. Il y a des coûts qui sont attachés, par exemple, aux ressources humaines. Donc, on sait, pour chacun des partenaires, combien les ressources humaines vont lui coûter pour faire ce qu'il y a à faire dans le projet. Donc, vous allez choisir une façon de faire le rendre compte de ces coûts des RH. Vous choisirez une des méthodes qui ont été présentées ce matin. Et puis, à la fin, vous aurez sur 100, vous aurez 75 qui vous sera payé par du FEDER. Ben, les 25 restants, vous les avez déjà payés. Hein, donc, c'est tout. Mais vous les avez, à un moment donné, fait valoir et vous en avez rendu compte comme étant le coût de ce que vous a coûté votre activité au sein du projet.
Voilà. Juste une petite précision, c'est pas forcément sur cette question, mais je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais on travaille sur la base du remboursement. Donc les dépenses sont engagées, payées, et donc après il y aura tout un système mis en place de rapports aussi bien d'activité que financier pour demander le remboursement des dépenses, donc à 75% maximum. Une question également sur le contrôle de premier niveau, sur le contrôleur et son choix. Et il a été dit qu'il devra se choisir sur une liste imposée, donc en tout cas qui sera fournie. Est-ce qu'il est nécessaire de le budgétiser? Et est-ce que cela veut dire qu'il doit être payé à travers les dépenses du projet? Oui. Donc il faut être budgétisé et payé avec le budget du projet. Donc c'est vraiment important de prendre ces frais en considération quand on prépare le budget du projet. Et même une fois le projet terminé, n'oubliez pas aussi qu'il va falloir un dernier contrôle pour les frais de clôture. Donc bien prévoir tout ça. Est-ce que tu en avais d'autres? Alors, je suis en train de parcourir. Non, il me semble que nous avons fait le tour. Ok, je reviens 2 minutes sur 2 questions qui nous avaient été posées, qui n'avaient pas eu de réponse précise, sur 2 typologies de projets. Je crois qu'il y avait une première question sur un projet de coopération sur les secours en mer. Donc bon, dans la rédaction du programme, rien n'est clair, mais je pense que ce qu'il faudrait, c'est que vous nous envoyiez un descriptif, on va dire, un peu plus détaillé du projet pour qu'on puisse vous répondre. Donc ce qu'on vous invite à faire, c'est de nous envoyer le descriptif du projet, les partenaires, à uecoopération@nouvelaquitaine.fr et on essaiera de vous donner une réponse précise. Mais c'est vrai que dans le texte du programme, ce n'est pas forcément explicite. Même chose sur le projet d'éducation à l'environnement qui a été évoqué par monsieur. Voilà, l'éducation à l'environnement sur quel sujet précis de l'environnement, quelle méthode, quelle thématique, quel axe, comment vous contribuez aux objectifs du programme, un petit descriptif du projet pour essayer de mieux répondre à votre question. On a besoin d'en savoir plus. Voilà. Et comment vous vous inscrivez dans le programme au regard de ces actions-là. Donc ça, c'était pour rattraper un petit peu les retards du matin. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions dans la salle ou en ligne par rapport à toutes les présentations, tout ce qui a été fait. On ouvre la parole, on en a que vous nous avez mis dans les inscriptions, mais d'ores et déjà, on vous donne une parole libre dès maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame. Merci. Par rapport au fonds de compensation TVA, récupération TVA, est-ce qu'au moment de dossier de candidature, il faut déposer hors taxe sur l'investissement ou TTC pour les structures qui récupèrent la TVA? TTC. Oui. Et dans ce cas, on met le fonds de compensation en recette, non? Le fonds de compensation, c'est la récupération, c'est oui. Ça? La récupération de la TVA. Il faut en fait donner cette information par rapport aux partenaires. Et après, les dépenses seront, selon les cas, présentées soit avec TVA, soit sans TVA. Au moment du solde, alors? C'est des questions, des termes très compables. En fait, si la TVA est éligible, vous récupérez ou pas la TVA? Alors, désormais, on récupère la TVA. Donc, si vous récupérez la TVA, elle n'est pas éligible. Vous devez présenter des dépenses hors taxe. On ne met tout pas simplement. la récupération de TVA en recette. Exactement. Vous dépensez, là, pour le coup, vous présentez du acheté. Alors, on peut creuser sur ce sujet qui est complexe. Il peut y avoir des situations où vous récupérez la TVA pour certaines activités, vous ne la récupérez pas pour d'autres. Soit vous savez exactement où vous la récupérez pas et vous vous trompez pas quand vous saisissez la dépense sur hors-taxe ETC, soit par sécurité, si vous avez des flous, présentez du hors-taxe. Voilà la recommandation pour ceux qui ont des fois des TVA, on va dire, flottantes selon les activités. Ce n'est pas votre cas, au moins c'est simple pour vous, c'est du hors-taxe. Vous récupérez la TVA sur toutes vos activités, c'est bien ça? Sur certaines dépenses, oui. Sur certaines dépenses, mais voilà, il faut bien savoir quelle est votre situation par rapport à ça. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet qui est effectivement un sujet épineux, pour les contrôleurs notamment?
la logique est plutôt simple. Après, la pratique, il faut vraiment que vous sachiez où vous allez là-dessus. Sinon, ça peut être dangereux au niveau de l'éligibilité de la dépense. Tu confirmes, Tania? Oui. Voilà, la logique, c'est le coût. Combien ça vous coûte, in fine, à vous. À vous, voilà, exactement. C'est une autre façon simple de le dire. Non, mais ma question, c'était est-ce qu'on met, on le met en TTC avec une recette TVA ou bien on n'affiche pas du tout? Il n'y a pas de possibilité de mettre recette. Ou alors vous êtes ce qu'on appelle un projet générateur de recettes. Mais c'est pas, la TVA pour vous, c'est pas une recette. Non, vous collectez de la taxe pour le compte de l'État. Donc dans ce cas, il va y avoir des questions de recettes dans le bilan financier d'un projet que lorsque vous êtes générateur de recettes. Et c'est encore un autre sujet. Alors, autre sujet dont on peut parler, parce que c'est aussi encore une source d'erreur, alors c'est plus source d'erreur sur la coopération transfrontalière que sur la coopération transnationale, parce que sur la coopération transnationale, il y a des investissements. Des fois, ces investissements donnent lieu à de la vente de billets, des recettes, etc. Et il faut pouvoir estimer ces recettes. Donc effectivement, si à un moment donné dans vos actions, il y a des recettes prévisionnelles sur un horizon de 5 ans après le projet, il faut que vous puissiez les calculer pour qu'on vous recalcule la subvention FEDER. Mais je crois que vous n'avez pas beaucoup de cas de figure comme ça sur le transnational. Donc je ne vais pas vous embrouiller. Il y en a sur le transfrontalier par contre. D'autres questions d'ordre général? Oui, Madame de Atlantic Cities. Oui, c'est une question concernant les stakeholders. S'ils sont invités à un événement, est-ce que leurs frais de voyage et d'hébergement sont pris en charge et est-ce qu'on doit les insérer dans notre budget? Alors, pour les frais de déplacement et d'hébergement, en principe, vous aurez le coût simplifié des 15%. Donc, dans ce cas-là, la question ne se pose pas. Par contre, ce n'est pas possible de présenter ces dépenses-là dans la ligne budgétaire des... Non, pas des frais de voyage. Des prestataires, voilà, pardon. Mais est-ce que, pour aller dans le sens, effectivement, si vous choisissez 15% de frais de voyage sur le montant des RH, vous faites ce que vous voulez avec vos 15%. Hein. On ne va pas vous demander des justificatifs de qui a pris l'avion, qui a été hébergé où, donc vous pouvez éventuellement héberger des invités ou des experts ou des gens qui viennent prendre la parole à des événements que vous organisez. Après, ce que je voulais avoir comme précision, parce que je ne sais pas, c'est si une organisation invite quelqu'un et qu'elle paie. Donc, oui, ça c'est possible. Ça c'est possible, c'est-à-dire si vous payez, si vous êtes partenaire à part entière du projet, vous invitez des gens à prendre la parole lors d'un congrès, pas que ce soit une conférence. Si vous payez l'hébergement, si vous payez le billet, ça fait partie de la ligne frais de voyage, même si vous n'êtes pas dans le cas d'un forfait. En revanche, si c'est eux qui paient et que dans le justificatif, ce qui apparaît, c'est l'organisation que vous avez invité, là vous allez avoir des soucis. Donc c'est à vous à savoir exactement qui porte la dépense, parce que c'est ça qui sera identifié par votre contrôleur de premier niveau. Vous êtes le partenaire, c'est vous qui avez déboursé. Donc ça va. Mais si vous remboursez quelqu'un pour le compte d'eux, en l'occurrence, Espace Atlantique n'accepte pas ça. Il y a d'autres programmes qui l'acceptent, mais ce n'est pas le cas d'Espace Atlantique. Oui, juste rappeler que l'option des 15% est fortement conseillée. Hein. Le programme du manuel dit bien que si vous ne choisissez pas cette option, il faut le justifier. Donc, par exemple, si vous considérez que les 15%, par exemple, pour un partenaire pour qui les connexions aériennes ou quoi que ce soit, retiré des grands centres, donc les déplacements seront forcément plus onéreux. Mais sinon, les 15% sont vraiment conseillés, fortement conseillés
les partenaires. Surtout que ce taux est vraiment très avantageux. Franchement, on vous l'a mis haut volontairement parce qu'on sait que sur cet espace, il y a des déplacements en avion. Donc c'est vraiment pratique, vous n'avez rien à justifier, alors qu'avant c'était quand même toute une série de justificatifs. Vous auriez vraiment tort de vous en priver. Est-ce que je peux me permettre une petite question complémentaire pour Fanny. Jean-Luc Outania? Du coup, j'en profite, je rebondis. On est d'accord, si j'ai bien compris, un partenaire qui prend à sa charge le déplacement d'autres partenaires pour participer à un événement, c'est éligible. Là, par exemple, je prends un exemple. Atlantic Cities est membre d'un projet et veut inviter certains de ses membres à un événement. Atlantic Cities, le réseau, paye pour ses membres, demande pas le remboursement, demande le remboursement dans sa dépense, mais ne rembourse pas un autre partenaire. On est d'accord, on vient de dire que c'était éligible. C'est bien ça. Je pose ma question corollaire. Est-ce que c'est indépendamment de la provenance du partenaire ou pas? En gros... Tu parles du partenaire du projet ou du partenaire de l'association? Vas-y, est-ce que tu peux refaire l'explication que tu as fait à Yvonne juste avant pour être sûr que je bien comprends, et je te dis le sens de ma question après. Non, moi je dis... Pardon? Oui, voilà. Donc pour moi, celui qui porte la dépense est le partenaire du projet. Si le partenaire du projet invite un speaker, un intervenant, parce qu'il considère que, je ne sais pas si c'est un représentant politique ou le représentant d'une organisation internationale dont il veut que l'intervention ait lieu lors de son événement, s'il lui paie le voyage, il commande le billet, il paie le voyage, ça apparaît dans sa comptabilité, il lui paie la chambre d'hôtel, ça apparaît dans sa comptabilité, c'est éligible. Indépendamment de où vient cette personne qui est invitée indirectement. Pourquoi il faudrait qu'il vienne d'où? Non, mais la question, c'est est-ce qu'un Britannique peut être invité par un partenaire du programme Oui. D'accord. Un Chinois aussi. Hein. Ok. Mais comme un partenaire associé, c'était pas possible. Pas comme partenaire associé, oui. Mais encore une fois, ça c'est spécifique. Enfin, c'est une règle du programme. Il y a d'autres programmes où tu peux, pour en avoir bénéficié, tu peux payer ton billet d'avion, tu peux payer ta chambre d'hôtel, envoyer les documents au partenaire du projet intérêt qui t'a invité, et c'est tout à fait éligible. Sauf que dans l'Atlantique, ça l'est pas. Voilà. Merci Fanny pour la précision. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions libres aussi? Oui, madame. Bonjour, Amandine Loeb de la REC Nouvelle-Aquitaine. Moi, j'étais présente ici plutôt pour intervenir en tant que partenaire. Donc, j'ai une question justement concernant le rôle de partenaire. Moi, je ne suis pas à date porteuse de projet, notre structure étant un peu petite et puis pas encore structurée vis-à-vis des fonds européens pour répondre en tant que chef de file. On est sur le domaine de la connaissance et des données. Par contre, je pense qu'on pourrait utilement contribuer. Donc, comment peut-on se faire connaître, faire acte de compétences pour des chefs de file qui pourraient être intéressés à bénéficier de notre contribution? Voilà, vous aviez indiqué qu'on s'adresse à vous, qu'il y aurait une plateforme, mais je souhaiterais en savoir un petit peu plus, si c'est possible. Je vous remercie. Donc, pour l'instant, les outils à disposition sont l'application, comme je vous en ai parlé ce matin, le contact des autorités nationales aussi, le contact auprès du secrétariat conjoint. Et aussi un conseil que je peux vous donner, que j'ai déjà donné aussi à d'autres personnes, sur notre site web, vous avez toutes les informations sur les projets qui ont été financés, sur les partenaires. Donc vous pouvez aussi contacter des réseaux qui existent déjà, des partenaires de projets financés lors du programme précédent. Donc c'est un peu par là, quoi. Je ne sais pas si... Voilà, clairement, c'est bien que vous démarriez aussi d'une idée de projet aussi, de ce que vous souhaiteriez faire en coopération. Nous décrire l'activité de votre structure. Nous, on prend ça et on va le diffuser aux
partenaire institutionnel du programme et dire voilà, on aimerait bien mettre en relation cette structure avec d'autres en Irlande, en Espagne, au Portugal pour faire un projet de coopération. Mais il faut partir quand même de quelque chose pour qu'on puisse faire réagir. Et il y a là, effectivement la plateforme du programme également et regarder ce qui s'est fait par le passé sur les différents axes du programme pour vous inspirer et voir quels sont les contacts potentiels parce que vous allez peut-être trouver des structures qui ont déjà participé au programme et avec lesquelles vous pourriez vous associer. Voilà. D'autres questions libres? Oui, monsieur. Alors, avant que le micro n'arrive à monsieur, j'ai une petite question sur un rappel des dates de dépôt des candidatures. Vous avez mentionné, donc du coup, vous voulez confirmer si c'est bien le 17 février 2023, avant le 17 février 2023, la date de clôture. Ok, merci. 19h heure française. Voilà, c'est ce que j'avais demandé. Monsieur. Oui, bonjour. Pierrick Barbier du CAPENA, Centre pour l'aquaculture, la pêche et l'environnement de Nouvelle-Aquitaine. J'avais deux petites questions. Concernant la priorité 2 et dans les critères de sélection des programmes, est-ce que le côté multifilière est obligatoire, comme l'a évoqué tout à l'heure M. Berger dans le cadre du programme FEAMPA DLAL? Est-ce que le programme peut porter juste sur l'aquaculture, par exemple, et être aussi autant éligible que si c'est de l'aquaculture, de la pêche et de la biotechnologie, par exemple? Alors, oui, alors, si c'est multifilière, c'est mieux, tant qu'à faire. Mais bon, si vous êtes spécialisé sur une filière et que vous avez un impact très fort sur cette filière, c'est très bien aussi. L'idée, c'est vraiment l'impact que vous avez sur la filière, l'activité économique, les agents impliqués, etc., etc. Mais votre projet n'est pas obligatoirement, ne doit pas être obligatoirement multifilière. Après, politiquement, les actions multifilières, forcément, c'est valorisé, mais ce n'est pas une obligation. On peut avoir plusieurs projets qui agissent individuellement sur une filière dont ils sont spécialistes. Pas de souci. Très bien. Deuxième question, les 25% d'autofinancement peuvent provenir d'un cofinancement autre public aussi? Tout à fait. Vas-y, Tania. Oui. Le financement peut être externe à l'organisation, à l'organisme. Par contre, tous les documents comptables, bien au nom et avec les données du partenaire. D'accord. Il faut qu'il y ait un engagement préalable au dépôt. Oui, ah oui, bien sûr. Et la lettre de cofinancement doit être signée par l'organisme qui fournit le cofinancement, donc qui s'engage à cofinancer ces 25%. Donc si c'est le partenaire, évidemment signé par le partenaire, si c'est une structure hors partenaire, par cette organisation. Merci. Alors évidemment, cofinancement public, ça peut être départemental, local, régional. Vous pouvez aussi vous rapprocher de nous pour voir si sur votre thématique de projet, on a des crédits au niveau des conseils régionaux pour vous cofinancer une partie, etc., etc. Et bien sûr, l'autofinancement aussi est possible. Oui, Fanny, pardon. Moi, je joue celle qui pose des questions et qui n'y répond pas. C'est rigolo aussi. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, parce que la question s'est posée avec un acteur avec qui je discutais ce matin ou hier. Est-ce que si la structure est en capacité de financer les 25% tout seul, mais qu'elle obtient un cofinancement public après le dépôt, c'est possible ou pas? Notre prochaine commission permanente en région Bretagne, elle est le 29 février ou le 27 février, enfin, après le dépôt. Donc de toute façon, ce sera impossible d'avoir un écrit en ce qui nous concerne avant la date de dépôt. Donc est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Est-ce qu'il y a des questions d'aide d'État? Est-ce que voilà. Alors, je me tourne vers vous parce que je ne sais pas non plus. Je pense que oui, que c'est possible de changer la source de cofinancement le long du projet, après, a posteriori. On n'a rien écrit là-dessus sur le manuel du programme, mais je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. Je pense que le principe, mais je pense au contrôle encore du programme, c'est que les 25%, cette contrepartie, elle soit assurée au dépôt du dossier. Donc si le bénéficiaire, il dit, moi, quoi qu'il arrive, je pourrais assurer ces 25%, s'il obtient par chance une autre subvention dans le courant du projet, pas de souci, il en informe l'AG, on modifie le plan de financement, on fait un avenant à la convention FEDER, et voilà, il n'y a pas de souci.
Madame. Bonjour, excusez-moi, j'ai le micro. Je suis Mathilde Lourdin de La Rochelle Université. Justement, par rapport à ces histoires de cofinancement, j'avais une question par rapport à la justification des dépenses. Est-ce qu'il faut justifier 100% des dépenses, donc la partie FEDER et la partie cofinancement, ou est-ce qu'il faut justifier seulement la partie FEDER in fine? Merci. 100%. Et vous touchez 75% de ces 100% à travers le FEDER. C'est 100%. Oui, bonjour. J'avais une question. Est-ce qu'il y a besoin aussi de lettres de soutien, comme on a pu le voir sur d'autres programmes Interreg, ou pas? Des lettres de soutien, mais sans engagement financier? Non, non. Ouais. Juste pour... c'est pas obligatoire. C'est... Alors, si vous considérez que c'est un plus pour la candidature, elles sont la bienvenue. c'est à votre propre appréciation, clairement. On reçoit des dossiers, c'est vrai, avec des lettres de soutien. Je ne vais pas vous dire que ça a un grand effet, honnêtement, sur l'instruction. Ce n'est pas indispensable. Ça peut même peut-être desservir par moment, vous voyez, suivant qui la signe. Donc franchement, ce n'est pas un élément fondamental. C'est comme les lettres de soutien de candidature de gens qui candidatent avec des CV et des lettres de motivation. Donc c'est un peu le même effet. Donc c'est neutre de mon point de vue. Si vous, par contre, vous estimez qu'avoir le soutien de cette personne, c'est quelqu'un de reconnu dans le milieu, ça peut avoir un plus dans l'instruction, faites-le. Ça ne fait pas de mal à votre dossier. Mais voilà, ce n'est pas un élément fondamental. Ok, merci. Et j'avais une autre question. Donc là, on parle du 17 février 2023. C'est très, très rapide. Est-ce que vous avez déjà prévu une deuxième date de dépôt ou pas? Je pense pas. Non, pas pour l'instant. On n'a pas de date, vu que le premier appel est en cours. Mais après, je ne peux pas non plus vous dire exactement. Mais 2023, ça m'étonnerait beaucoup. Donc après, plus tard. Alors sur cette question, je voudrais rebondir dessus parce qu'elle est tout à fait légitime. Et la délégation française, on a plaidé pour qu'il y ait une visibilité à moyen terme sur des dates. On va continuer à plaider pour qu'il y ait une visibilité à moyen terme sur les dates. Encore une fois, la gouvernance de ce type de programme, c'est une série de compromis, donc on ne fait pas ce qu'on veut. Il faut le faire avec les autres, c'est la coopération. Mais pour nous, ça nous semblerait utile que les porteurs de projets soient mis en situation de pouvoir identifier s'ils auront ou s'ils auraient une seconde chance ou une troisième chance au fil de la programmation. Donc l'idéal, ce serait ça. Je ne désespère pas qu'on puisse y arriver. On va remettre ça sur le tapis parce qu'on est un peu tenace. Voilà, pour l'instant, effectivement, ce n'est pas identifié un calendrier de ce type-là. D'autres questions libres? En ligne peut-être, Emmanuel? J'ai une petite question effectivement à propos du montant final de la subvention. Si on va jusqu'à 75%, à quel moment sait-on si la subvention sera de 75% ou moins et sur quels critères? Du coup, comment un partenaire peut savoir s'il va être éligible pour 75% ou pour moins? Alors le projet est approuvé par rapport à la candidature. Si dans la candidature le montant FEDER, enfin le taux FEDER est de 75%, c'est ce qui sera approuvé. Je pense pas. Oui. Je pense que le sens de la question, c'est est-ce que c'est le partenaire finalement qui va mettre dans le formulaire de la candidature, oui. Moi 75%, oui, ça me va, exactement. Quand chaque partenaire remplit son budget, enfin chaque partenaire dans le chef de file au nom des partenaires remplit les informations concernant le budget, il faut qu'il définisse le montant de cofinancement. 75% FEDER, 25%. Maximum de cofinancement, je crois que c'est... En gros, ce sera soit 75%, soit ce sera rien. Le programme ne module pas le taux, si c'est ça la question. Donc soit le projet sera approuvé à 75% de taux de cofinancement, soit il ne sera pas approuvé. Après, il peut arriver, mais je crois que ça n'arrive pas beaucoup sur ce programme, que si on estime que les coûts sont surévalués,
qu'on propose une réduction de coûts, mais je crois que vous ne le faites pas beaucoup sur l'espace atlantique, on le fait sur d'autres programmes. Donc voilà, ce sera, on va dire, tout ou rien. Le résultat de la... Enfin, le comité de suivi peut éventuellement proposer une réduction du budget total du projet, voilà. Mais pas du cofinancement FEDER. D'accord, je pense que ça faisait écho à une question ce matin il y avait spécifié du coup dans le PowerPoint, dans la présentation, jusqu'à 75%. Donc, est-ce que ça peut y avoir une subvention à 75% ? C'est jusqu'à 75% parce qu'éventuellement, si un partenaire veut un taux FEDER plus bas, c'est possible aussi. Par contre, plus de 75% au niveau du projet, non. Du coup, c'est pas en ligne, c'est moi qui... Si un partenaire décide, parce qu'a priori, j'imagine que les partenaires veuillent avoir le maximum, s'il décidait d'avoir moins, c'est parce qu'il a peut-être d'autres cofinancements qui viennent... C'est ça. Exactement. En fait, tout le monde demande 75%. Si quelqu'un demande moins, c'est qu'il a un cofinancement supérieur à 25%. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à votre question, monsieur, en ligne ? Vous pouvez nous dire OK Madame. Dans le chat. Madame, pardon, excusez-moi. Oui. Merci. J'avais une question encore, mais on passe. On a quelques caricatures, on fait une petite pause. Non. Ok, Rita, je crois que tu peux poser ta question. Oui, alors j'avais une question, une technique, je pense qu'elle intéressera tout le monde sur la partie calendrier. Donc on dépose le dossier, l'instruction, la réponse, quand est-ce qu'elle arrivera et à partir de quel moment les personnes démarrent le projet, où ils doivent le démarrer, voilà. Toutes ces questions-là, plutôt de calendrier de projet Interreg. Et la deuxième question est plus une interrogation sur, donc là on répond à un appel à projet. Ensuite, on va voir les réponses, on va donner le soutien aux projets que nous considérons que l'Interreg considérera comme des bons projets viables. Je me pose la question sur à quel moment on fait une évaluation de l'Interreg, où est-ce qu'il en est, quel type de projet il soutient et dans quelle mesure on a parlé des lignes fongibles, mais peut-être sur des priorités, peut-être il y a beaucoup de projets sur l'économie, moins sur la biodiversité. Donc, à quel moment on fait une évaluation pour après proposer peut-être un appel à projet. Peut-être c'est ça dont on parle quand on dit on pensera au deuxième appel à projet, c'est pour voir les fonds qui nous restent et les priorités qui seront les plus pertinentes à ce moment-là. Mais j'aimerais savoir si, finalement, si l'Interreg 21-27 pour l'espace atlantique est quelque chose aussi qui est modifiable à mi-parcours quand des choses... conditions géopolitiques, conditions climatiques arrivent et qui font peut-être que des priorités doivent changer. Alors pour ce qui concerne le calendrier de l'appel à projet, donc on a prévu entre 6 et 8 mois pour l'évaluation et la sélection des projets. Mais comme je l'ai dit ce matin, cette prévision est basée sur une estimation de 100 candidatures reçues et donc éligibles et qui seront ensuite soumises au comité de suivi. Donc après, les projets, comme je vous l'ai dit, doivent définir une date de début et de fin. Et après, bien évidemment, ces dates peuvent être ajustées en fonction de la date d'approbation, puisque les dépenses sont éligibles qu'à partir de cette date d'approbation. Donc, si le projet avait prévu de commencer avant, il faudra décaler par rapport à la date d'approbation. Après, en ce qui concerne le programme, après je vous demanderai de compléter. Donc, le programme est à mi-parcours sera bien évidemment évalué. Donc, je pense qu'à ce moment-là, on pourra faire, enfin, le comité de suivi et les autorités du programme pourront faire le point et justement voir ce qui est prioritaire. Le programme est approuvé par la Commission européenne, mais c'est pas forcément définitif jusqu'à la fin. Je pense que des modifications sont toujours possibles. Alors, tu parlais d'évaluation du programme, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc, du coup, il y a un plan d'évaluation
que doit approuver le comité de suivi en début de programme. Donc ce plan d'évaluation, il définit les évaluations que le programme souhaite mener sur toute la période. Il peut y avoir une évaluation à mi-parcours, il peut y avoir une évaluation finale, il peut y avoir des évaluations thématiques. Ça, il va falloir qu'on le décide dans les prochains mois et approuver un plan d'évaluation. Dès lors que ce plan d'évaluation est approuvé, il est appliqué sur toute la période. Mais voilà, les modalités de ce plan d'évaluation sont encore à définir. Et en fonction des résultats de ce plan d'évaluation, des mesures correctrices peuvent être apportées au programme ou des mesures d'amélioration du fonctionnement du programme. Des mesures qui peuvent nécessiter simplement des décisions de l'autorité de gestion du comité de suivi, ou peut-être, si ça impacte par exemple la maquette financière, des modifications qui impliqueraient une approbation de la Commission européenne. Là, on est sur la modification la plus haute. Ce n'est pas l'objectif. Si on respecte la stratégie du programme et que la programmation se déroule comme on l'a budgété, on n'est pas obligé de faire ça. Mais ça peut arriver. Je connais des programmes où ça s'est produit. Donc voilà. Effectivement, on peut faire des ajustements plus ou moins importants, mais ils nécessitent un niveau de validation plus ou moins élevé, selon l'importance. Et par rapport à l'enveloppe financière, par exemple, de cet appel à projet, par priorité, après, c'est bien sûr aussi ajustable par le comité de suivi en fonction des candidatures reçues et de leur qualité aussi. Juste, c'est le comité de suivi, hein, au-delà du plan d'évaluation, qui va prendre des décisions sur un rééquilibrage par rapport à une priorité qui ne serait pas couverte. Mais il faut que tous vous ayez en arrière-plan, que vous compreniez que dans la gestion d'un programme, il y a, je vais dire un truc barbare, un de plus, qui s'appelle le N+3. Ça veut dire que la commission, dans le souci de faire en sorte que les annualités budgétaires sur lesquelles les 100 et quelques millions sont répartis, si on prend l'annualité budgétaire d'une année, il faut que 3 années après, elle était complètement utilisée. Sinon, le programme, il va perdre de l'argent. C'est pour ça que, ça c'est bien que vous le compreniez, chaque fois que les secrétariats vous poussent à faire remonter des dépenses, à dire quand est-ce que vous m'envoyez votre demande de remboursement, ce n'est pas pour le plaisir de vous demander des demandes de remboursement. C'est parce qu'en fait, collectivement, si on ne dépense pas l'argent dans un laps de temps suffisant, le programme va perdre de l'argent. Et donc, potentiellement, les gens qui viendront après vous, on ne pourra pas compter sur 100 millions, mais sur 100 millions moins quelque chose. Voilà. Donc, en fait, c'est dans la gestion du programme, il y a tous ces équilibres à tenir, ce qui n'est pas simple, hein. Mais cette règle du N+3, c'est-à-dire c'est en fait un gage, c'est pour la Commission européenne, un gage d'efficacité que le budget qu'elle a confié ne va pas rester là bloqué et que si on ne l'utilise pas, on le perd. Mais c'est le programme qui le perd. Donc il y a ça en arrière-plan de la façon dont on gère un programme. Et ça, par ricochet, ça veut dire qu'on vous oblige ou on vous incite à faire des remontées de dépenses régulières et de ne pas attendre 3 ans avant de nous faire la première remontée de dépenses. Sinon, ça va être pénible pour tout le monde, si tous les projets font ça. Ça va juste, on va subir ce qu'on appelle un dégagement d'office, où on va nous retirer de l'argent au programme. À dépenser. À dépenser, à faire remonter les dépenses. Voilà. Il faut que la remontée des dépenses soit régulière, efficace, etc., pour qu'on évite ce phénomène du dégagement d'office, voilà. Ce risque. D'autres questions libres? Oui, monsieur. Par rapport aux dépenses éligibles, il y a donc un principe qui est qu'on prend en compte les dépenses à partir de la notification, comme quoi le projet a été accepté bien. Sur les fameux 17 000 € de préparation, le fait de pouvoir se préparer en amont,
Si le projet est validé, il n'y a pas de possibilité donc d'intégrer les dépenses amont préparatoires, j'allais presque dire au dépôt du projet, sachant que ces dépenses seraient défalquées des 17 000 euros. C'est vraiment ces 17 000 euros commenceront au moment de la notification de la sélection du projet. Ces 17 000 euros, c'est forfaitaire, donc on n'a pas besoin de documents pour les justifier. Donc le projet est approuvé, vous recevez 17 000 euros de frais de préparation. Après, au niveau de la candidature, il faut définir comment vous allez les répartir au niveau du partenariat par rapport à leur implication dans la préparation. Si le projet n'est pas approuvé, pas de remboursement de frais de préparation. Mais pour les projets approuvés, vous n'avez pas besoin de présenter de documents ni de justificatifs par rapport à ces dépenses-là. C'est 17 000 euros pour tout le monde. Voilà. C'est automatique, oui. Et si votre question, c'est de savoir si les 17 000 euros sont intégrés dans le budget qui est approuvé, la réponse est non. Vos 17 000 euros, vous les recevez pour couvrir ce que vous voulez, qui s'est passé avant. Et comme le disait Tania, il n'y a pas de justification. Mais on ne vient pas vous dire on vous a donné 100 000 moins 17 000 euros. Non, les 17 000 euros, vous les recevez, vous en faites ce que vous voulez, parce que vous avez engagé des frais. Et puis après, quand vous commencez à dépenser pour dérouler l'activité du projet qui vient d'être approuvé. Voilà. Monsieur, je crois ? Non ? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait demandé la parole ? Dans la salle, non. En ligne, Emmanuel? Pas de questions en ligne. Pas de questions en ligne. Alors, il reste une dizaine de minutes. Alors, j'ai sous les yeux les questions que vous aviez posées dans le formulaire de candidature. Il y avait des questions relatives aux critères d'éligibilité. Je pense qu'on y a répondu tout au long de la journée. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les critères d'éligibilité? Non. Ok. Le taux de subvention, on y a répondu aussi durant la journée. Il y a eu pas mal de questions sur la recherche de partenariat aussi dans le formulaire de candidature, mais aussi durant la journée. Est-ce qu'il y a des questions sur la recherche de partenariat encore? Non, on a tout répondu. Sur l'accompagnement... Ah, si, madame. Gaëlle Durand, donc de la BOCEA à Brest. Juste une petite question justement sur la recherche de partenariat. Vous aviez parlé d'une application ce matin. Par contre, dans la diapo, il n'y a pas le nom de l'application. Elle est sur le site ou Oui, elle est sur le site et vous avez le lien. Après le nom, je ne sais pas. Je pense que c'est Programme Espace Atlantique. Et je sais même pas si on peut la chercher directement sur le mot. Oui, c'est Apple et iOS, il y a les deux options, mais c'est plus facile si vous suivez le lien sur le site. Allez sur le site internet du programme, atlanticaria.eu. Parce qu'en plus, on a eu la caricature pour pas confondre. On va encore en avoir, je parie, là, après cette question. Donc, vous allez sur le site internet atlanticaria.eu, vous avez l'outil, c'est assez intuitif, vous pouvez y arriver à faire. Si vous ne trouvez pas, envoyez-nous un email, on vous l'indique. On peut vous aider aussi sur l'utilisation de l'outil. Toujours sur la recherche de partenaires, pas d'autres questions. Accompagnement, la candidature, le formulaire de candidature, est-ce que c'est bon? Pas d'autres questions sur le formulaire. Vous m'arrêtez. La gestion administrative et financière, il y en a eu pas mal des questions. On a fait le tour, pas d'autres questions. L'éligibilité des dépenses. Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions sur l'éligibilité des dépenses? Madame. Oui. Alors oui, les stagiaires sont éligibles si leur activité que vous allez leur faire est liée au projet, toujours pareil. Mais oui, et vous présentez effectivement les justificatifs d'indemnité de stage pour justifier la dépense.
Ok, prochains appels à projets, on y a répondu à l'instant, c'était aussi des questions qui étaient tombées au moment du dépôt. Donc je crois que c'est bon. Est-ce qu'il y a quelques caricatures? Oui. C'est la seule. Ok. Il reste 10 minutes. Je pense qu'on va libérer nos collègues. Voilà, vous remercier d'être venus si nombreux à ce séminaire. Vous étiez 80 ici. En ligne, ils étaient également, je crois, 80. Donc, une forte assistance. Gros dynamisme de questions. C'était très intéressant, l'échange que nous avons eu avec vous. Donc, voilà, vous le souhaitez vous remercier. Vous dire qu'on va vous envoyer un petit questionnaire de satisfaction à remplir rapidement, et aussi on va vous demander si on peut diffuser votre contact, votre donnée de contact au reste des participants. On a besoin de demander cette autorisation pour pouvoir faire le réseautage. Donc, s'il vous plaît, répondez rapidement à ce petit questionnaire qui vous sera envoyé. Et donc, on est en contact avec vous si vous le souhaitez, et dans le cadre du dépôt de votre candidature en février, ou au-delà, si vous souhaitez vous présenter au futur appel à projet. Merci beaucoup et à très bientôt. Oui, pardon. Juste, j'ai encore deux petites questions de dernière minute. Alors, je propose, il y en a une qui correspond encore à la procédure de contrôleur de premier niveau. Je suggère, j'invite cette personne à revisionner éventuellement les interventions de la journée pour répondre à sa question. Et il y a une personne qui demande, dernière question, si la taille de la structure est importante et surtout quelle serait la taille idéale ou en tout cas minimum pour participer à un projet. Bonne conclusion. Alors, on ne peut pas définir une taille minimum. Il faut que la structure elle ait la capacité financière d'avancer les crédits. Et il faut avoir la capacité financière d'avancer les crédits sur au moins 1 an. Voilà, je dirais, parce que les remboursements arrivent très lentement. Après, vous pouvez prendre un prêt, mais les prêts sont coûteux, c'est pas la meilleure solution. Donc il faut une structure qui soit capable d'avancer les crédits sur 1 an, donc avec une solidité financière certaine, voilà. Sans parler de taille. Tania, tu peux te compléter. Oui, juste pour expliquer un petit peu pourquoi les paiements sont aussi lents. En tout cas, si on suit le même schéma que le programme précédent, les remontées de dépenses sont faites par chaque partenaire dans le cadre du rapport de projet. Donc, ce qui veut dire que le chef de file présente au secrétariat conjoint un rapport consolidé avec tous les rapports des partenaires. Donc, ce qui veut dire que le chef de file ne peut présenter le rapport de projet au secrétariat conjoint qu'une fois que tous les partenaires ont présenté leur propre rapport. Et quand ce rapport inclut une remontée de dépenses, une demande de remboursement, elles doivent être validées par le contrôleur de premier niveau et ensuite par l'autorité nationale. Donc, ce qui veut dire voilà, plusieurs mois de travail sur les rapports, sur les remontées de dépenses au niveau des partenaires et ensuite au niveau de la consolidation du chef de file qui après doit le soumettre au secrétariat. C'est analysé, c'est validé ensuite par l'autorité de gestion et ensuite envoyé à l'autorité de paiement. Donc c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps et là aussi la coopération est importante et je dirais même presque la solidarité entre partenaires parce que c'est vrai que des fois c'est un peu frustrant quand tout un partenariat est bloqué et tous les paiements sont bloqués à cause de 1 ou 2 partenaires qui ne clôturent pas sa remontée de dépenses. Voilà, c'est ça. Non, il n'y a pas d'avance. Ouais. Il n'y a pas d'avance, oui. Mais il y a des frais de préparation.
Merci beaucoup à tous et à très bientôt et bon courage dans le montage de votre projet. Donc on est en contact dans les futurs mois. Merci et bonne fin de journée et bon retour. Certains ont une longue route.